bonjour à tous, parce que je crois que j'ai reçu un ordre comme quoi il faut commencer. Alors, cette plénière est consacrée à démocratie, éthique et nouvelle république. Vous avez peut-être remarqué, il n'y a pas de point d'interrogation après, mais peut-être qu'on pourra se poser la question s'il y a besoin ou non d'un point d'interrogation. Alors, je suis très heureux d'introduire cette séance. Donc, mon nom est Michel Verpeau, je suis professeur de droit public à Paris et je suis un habitué des universités de rentrée pour des raisons qui ne sont pas que professionnelles, on va dire. Donc, je suis très bien entouré. Alors, s'il vous plaît, pas de remarques, il n'y a que des hommes sur l'estrade. Vous l'avez remarqué, c'est ainsi, c'est le hasard. C'est le plus grand des hasards. N'allez pas chercher plus loin. Mais, voilà. Donc j'ai désamorcé la bombe. Alors je suis très bien entouré, je vous le disais. Je vais vous présenter en 2 secondes chacune des personnes qui est autour de moi, dans l'ordre de mon petit papier, pardon. Donc tout d'abord, j'allais dire à l'extrême droite pour moi, mais à l'extrême gauche pour vous, Nordine Nabili, qui est directeur du Bondi Blog, et directeur de l'antenne de l'École supérieure de journalisme de Lille à Bondy. C'est bien ça. À côté de moi, donc, Michael Feussel, qui est professeur de philosophie et à l'école polytechnique et responsable de la chaire de philosophie de Polytechnique. Voilà, c'est lui qui est le plus pressé et donc vous devinerez que c'est à lui qu'on donnera la parole en premier pour des raisons ferroviaires, puisque les avions marchant assez peu, il a préféré prendre le train. Juste à côté de moi, eh bien, excuse-moi. Pourtant, je le connais, Bastien François, je ne connais que lui, c'est d'ailleurs pour ça que je retrouve son nom. Bastien François, qui est professeur de sciences politiques à l'université Panthéon-Sorbonne. Et puis, juste à côté, eh bien, Luc Blondiot, qui est également professeur de sciences politiques et dans la même université. N'y voyez pas non plus une sorte d'impérialisme d'une université. Vous en déduirez là aussi ce que vous voulez. Alors, quelques mots simplement sur les mots qui nous sont proposés, démocratie, république, et quelques mots d'introduction très rapide, je vous rassure. Y a-t-il un lien entre république et démocratie ? Je laisse de côté le 3e mot, parce que je pense que mes collègues en parleront. Y a-t-il un lien entre démocratie et république ? En France, ça paraît comme une évidence. Et les deux sont associés, comme si, j'allais dire, la République était forcément démocratique et la démocratie était forcément républicaine. Et ce lien interpelle un tout petit peu, notamment quand on va à l'étranger ou quand on reçoit des étrangers qui nous disent « mais finalement, il n'y a pas de lien absolument nécessaire ». Mais rappelons simplement, par exemple, que la Constitution interdit de réviser la forme républicaine du gouvernement. Et qu'est-ce que l'on entend en fait par forme républicaine ? Eh bien, ça peut être tout autant l'absence de monarchie que des principes républicains. Il serait donc interdit de réviser des principes républicains. Si vous vous souvenez, pour les plus anciens d'entre vous, du bicentenaire de la Révolution française en 1989, eh bien, vous vous rappelez peut-être qu'on a beaucoup associé révolution et république, alors même qu'en 1789, c'était pas du tout la République, mais on a associé les deux. Et la Déclaration des droits de l'homme est présentée comme un monument de la République, alors que ce n'est pas véritablement le cas. Et donc, en France, la République est associée à des principes républicains. Des principes qui sont considérés comme spécifiquement républicains. Et ils sont sans doute spécifiquement républicains parce qu'ils sont en réalité spécifiquement français, me semble-t-il. Qu'est-ce qu'on range dans ces principes ? Souvent, parce qu'effectivement, il n'y a pas une liste préétablie, donc c'est l'idée que l'on s'en fait. C'est l'indivisibilité de la République. C'est le principe de laïcité, mais on précise souvent laïcité à la française, pour distinguer cette conception de la laïcité d'une autre conception, par exemple américaine. C'est le principe d'égalité devant le service public, par exemple, que l'on cite souvent comme étant eh bien, un principe spécifiquement républicain, ce qui nous cause quelques petits problèmes vis-à-vis de nos partenaires, notamment en Europe. Et qu'est-ce que c'est qu'être républicain en France en 2014 ? C'est devenu en fait un qualificatif politique aussi. Sont des républicains ou seraient des républicains les tenants d'un certain nombre de principes, plutôt centralisateurs, plutôt étatistes, plutôt souverainistes.
Rappelez-vous aussi, dans certaines campagnes, les républicains des deux rives, c'est-à-dire ceux qui étaient un peu républicains de droite et des républicains de gauche, mais qui se réunissaient, se retrouvaient autour des idées de république. Et à ces républicains, on oppose souvent ceux qu'on appelle des démocrates. Pas forcément au sens du mouvement démocrate d'aujourd'hui, mais malgré tout, ça s'en rapproche un peu. C'est-à-dire plutôt des décentralisateurs, plutôt des libéraux, plutôt des europhiles. Et ces clivages, bien sûr, sont un peu schématiques, mais ils existent malgré tout un peu, ils ne sont pas dénués d'une certaine réalité, et ils traversent souvent les partis traditionnels. Et on les retrouve notamment au moment des élections européennes, où on va opposer souvent les uns et les autres. J'ai assez parlé, et pour des tas de raisons sur lesquelles je ne reviens pas, je passe la parole donc à Michael Fussell. Merci. Merci beaucoup pour cette invitation. Je vous dois 2 excuses. Effectivement, le fait de devoir partir dans très peu de temps, de n'avoir donc que peu de temps pour m'exprimer. Et la deuxième chose qui fait que je m'excuse par avance, c'est que le propos que je vais tenir, eu égard à la question de la démocratie, ne sera pas nécessairement, mais je ne ferai peut-être pas preuve d'originalité, empreint d'un optimisme délirant quant à la situation présente, car il me semble qu'en France, sinon même en Europe, compte tenu de la situation politique dans laquelle nous nous trouvons, il n'est pas loin d'être minuit moins le quart par rapport aux enjeux qui traversent de manière parfois violente les débats politiques actuels. À l'école polytechnique, j'enseigne je fais un cours en ce moment qui s'intitule « Peut-on aimer la démocratie ?» Et je dois dire que il faut faire preuve d'une certaine obstination pour traiter positivement de tels sujets et ne résister à la tentation de se mettre à la peinture sur soi plutôt qu'à la réflexion sur les principes démocratiques et leur vitalité. Alors évidemment, je ne vais pas faire un diagnostic général, il est connu, de la crise de la démocratie française, sinon européenne, le résultat des élections européennes où, pour la première fois depuis qu'il existe des élections libres dans ce pays, l'extrême droite, quelles que soient les tentatives qu'elle est aidée à faire parfois par les médias pour se rebaptiser, arrive en tête du scrutin. J'insisterai plutôt sur le fait qu'il y a aussi une crise ou que les discours sur la crise sont eux-mêmes entrés en crise, si je puis dire, c'est-à-dire qu'il y a, c'est ce qui me frappe en tous les cas, une incroyable abstraction du discours politique contemporain, à la fois par le retour, le leitmotiv des éléments de langage auxquels plus personne ne croit, peut-être pas même ceux qui les profèrent, et puis à une crise du discours aussi dans l'apparition d'entités relativement abstraites ou même totalement abstraites, puisqu'on a récemment déclaré sa flamme à l'entreprise. Alors je ne sais pas si ici quelqu'un parmi vous a déjà rencontré l'entreprise. Bon, moi je connais des entreprises. On parle aussi beaucoup, on justifie la politique actuelle, quoi qu'on en pense sur le fond, par un seul terme, l'emploi, mais plus on parle de l'emploi, autre terme, peut-être cela suscitera-t-il un débat, mais qui me semble extrêmement abstrait, plus on parle d'emploi, moins on parle de travail, c'est-à-dire de la forme concrète que prennent pour les individus leur insertion dans la société. Enfin, autre type d'abstraction dans lequel le discours politique baigne, l'identité, la civilisation, comme s'il y avait d'un côté des abstractions économiques, de l'autre des abstractions politiques, généralement d'ailleurs relativement régressives. Il me semble que cette question du langage est au cœur, ou du discours politique, pour quantité de raisons, est au cœur de nos problèmes actuels. Et je reprendrai ici la phrase célèbre, mais toujours d'actualité, d'Albert Camus, selon laquelle « mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Alors, ce qui constitue certainement l'aspect le plus frappant pour moi, c'est que peut-être sommes-nous en train de vivre sous nos yeux, ou de voir sous nos yeux, la fin de ce que j'appellerais la parenthèse heureuse de la démocratie occidentale, parenthèse qui s'est ouverte, me semble-t-il, en 1945, dont on a pu penser qu'en 1989, à la chute du mur de Berlin, elle trouvait une nouvelle dynamique, à savoir ce moment historique tout à fait singulier, dans lequel la démocratie apparaissait, contrairement à ce qu'on avait toujours
toujours dit contre elle comme un régime stable, puissants, puisque ce sont les démocraties qui ont gagné la guerre ou qui se sont imposées ensuite contre le bloc communiste, et où en même temps la démocratie était associée à une certaine forme de prospérité. Et évidemment, parler de parenthèse peut avoir quelque chose d'assez inquiétant, à savoir qu'après tout, il n'y a rien de naturel, et c'est peut-être ce que nous sommes en train d'expérimenter, hélas, il n'y a rien de naturel dans le goût pour la démocratie, qu'il n'y a pas quelque chose comme des réflexes démocratiques, et qu'en particulier, si l'on veut être un peu plus précis, les noces d'or, si je puis dire, entre le capitalisme ou le marché et la démocratie, le fait qu'on ait pu penser pendant longtemps que ces deux formes, disons, du vivre ensemble, comme on dit aujourd'hui, sont connaturelles, eh bien nous sommes en train de nous rendre compte qu'il n'en est rien. Et que peut-être l'avenir est-il à des formes institutionnelles que l'on qualifierait plutôt de capitalisme autoritaire. Je pense à la Chine, je pense à la Russie, je pense même à la Hongrie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien évident entre l'équivalence monétaire et l'amour pour l'égalité. Donc ce à quoi le défi auquel peut-être nous sommes collectivement confrontés, c'est précisément celui d'une forme ou d'une tentation en tous les cas, de divorce entre le goût pour la liberté et pour l'égalité politiquement d'un côté et la mise en œuvre de toute une série de procédures économiques qui favorisent certes le goût d'entreprendre, contre lequel je n'ai rien, mais auquel je ne crois pas que l'on puisse réduire en aucune manière la liberté. Alors, je suis contraint d'aller vite. Il me semble que quand on réfléchit sur cette question de la démocratie, de la crise, encore une fois, terme qu'on finit par ne plus par n'employer, en tout cas pour ma part, qu'avec des pincettes, tant il devient équivoque. Quand on parle de démocratie, on a tort de partir exclusivement des questions de type institutionnel, même si c'est sur celle-là que je conclurai. Des auteurs aussi différents que Marx ou Tocqueville au XIXe siècle ont bien insisté sur le fait que la démocratie, avant d'être un enjeu ou un système, institutionnel, c'est une forme de société. C'est une manière, ça n'est pas un modèle, mais c'est une série d'expériences, et que s'il y a aujourd'hui une panne démocratique, pardon de cette métaphore, c'est aussi parce que les expériences démocratiques, sous diverses formes, associatives, mais pas seulement, je dirais, directement politiques, sont entrées en crise. Il n'est pas naturel à l'homme, je dirais, de promouvoir l'égalité et la liberté. Cela ne peut se produire que dans des contextes historiques, et je dirais même dans une forme de quotidienneté qui ne sont pas donnés de manière immédiate, mais qui doivent être institués, favorisés par l'engagement des citoyens et par la parole des hommes publics, ou tous ceux qui, comme moi en cet instant, ont la chance de pouvoir s'exprimer publiquement. Alors, pour dire les choses peut-être de la manière la plus simple, pour expliquer pourquoi cet amour pour l'égalité n'est pas communément admis, je citerai un philosophe contemporain qui s'est battu, lui, depuis son camp, qui était celui de la gauche, y compris de la gauche communiste, donc, ou en tout cas trotskiste, donc défiante à l'égard de la démocratie, mais qui s'est battu pour montrer qu'il y avait dans la démocratie une forme de vie, une forme de collaboration, une forme d'expérience, et pas simplement une institution. C'est Claude Lefort. Et un jour, Claude Lefort, qui a disparu il y a quelques années, me disait: je me suis battu toute ma vie pour promouvoir la démocratie, mais il ne faut pas pour autant me demander d'aller au camping et d'aimer le camping. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire, je crois, que la démocratie pose un problème qui est celui de l'équivalence, sinon de l'égalité des formes de vie. Que ce qui est le plus difficile à admettre dans la démocratie, c'est précisément qu'il n'y a pas une forme de vie individuelle ou une forme de vie collective qui l'emporte nécessairement en valeur sur les autres, et il n'est guère facile d'accepter pour chacun d'entre nous cette équivalence, qui ne veut pas dire que tout se vaut pour autant, mais qu'il n'y a aucun savoir, aucun point de vue,
aucun principe qui nous permette de hiérarchiser par avance les formes de vie. Et on a bien vu, encore y compris récemment, au moment des débats, si le terme s'impose, mais je crois qu'il ne s'impose pas, au moment des joutes plutôt autour du mariage pour tous ou contre le mariage pour tous, que cette idée d'une égalité dans la dignité des formes de vie était un combat qui n'était pas gagné, qui était très loin d'être gagné. Alors je vais devoir déjà conclure pour ce qui me concerne et je voudrais le faire sur une note non pas plus positive parce que je n'ai pas les moyens ni intellectuels ni intuitifs de dire vers quoi nous allons, mais conclure sur le fait qu'il me semble que puisque la démocratie est sans cesse, comme forme de société, elle est sans cesse menacée d'être captée soit par le marché, soit par l'État, qui sont les deux figures qui, politiques l'une, économique l'autre, tentent de retraduire, de limiter fondamentalement ce discours ou ces pratiques égalitaires, eh bien, il me semble que la solution, ou une solution possible, peut-être la plus urgente, serait de trouver des moyens de repolitiser les enjeux de notre vie collective. Puisque, pour des raisons que je ne peux pas ici analyser, il semble qu'il y ait un consensus, on peut le regretter d'ailleurs, sur le fait que du point de vue de l'économie, eh bien, dans les partis dominants du moins, la politique de l'offre, comme on dit aujourd'hui, s'est imposée. Alors il reste l'autre variante ou l'autre levier du discours politique, c'est-à-dire de la pratique politique, c'est-à-dire les institutions. Et je crois qu'il est question aussi dans l'intitulé de ce débat de la Nouvelle République, donc il serait par hypothèse la 6e. Il me semble que l'une des possibilités qui s'ouvrirait peut-être au pouvoir aujourd'hui, je dirais, si François Hollande avait l'étoffe d'un Clisthène, de quelqu'un qui, donc, en Grèce ancienne, a refondé les institutions et fondé par là même la démocratie, il lancerait un grand débat sur ces questions politiques fondamentales que sont les questions institutionnelles, dont on a trop tendance à penser qu'elles sont très éloignées de l'expérience des individus, peut-être les citoyens le pensent-ils, parce que l'effort pédagogique n'a pas été fait, me semble-t-il, pour montrer que les questions institutionnelles sont des questions véritablement concrètes et concrètes au plus haut point, dès lors qu'on ne les réduit pas simplement, évidemment, à la question de l'élection ou du mode de scrutin. L'idée ou l'initiative d'une nouvelle République, d'une refondation des institutions, devrait passer, me semble-t-il, non pas simplement par des débats d'experts, mais par la constitution sur une voie ou sur une forme, ou sous une forme qui reste à définir, d'une constituante, c'est-à-dire d'une assemblée dans laquelle, qui n'a pas pour but d'exercer le pouvoir et encore moins de prendre le pouvoir, mais, et c'est en quoi cela associerait un maximum de citoyens, tout simplement de réfléchir à ce que le pouvoir veut dire, de réfléchir à ce que faire de la politique, nommer politiquement les choses, transformer politiquement les choses signifie. Autrement dit, savoir ce qui relève du politique, ce qui n'en relève pas. À quelle limite place-t-on l'intervention collective sur l'économie? Quel est le statut que l'on confère à la religion, aux croyances privées? Quelle est la nature de la question de la laïcité? Il me semble que, puisque j'étais parti de là, et que c'est par là aussi que je terminerai, dans une époque où c'est le langage politique qui est en crise, dans une époque ou dans une période où le discours politique tente à l'abstraction la plus grande, eh bien, il est peut-être temps de redonner aux citoyens le soin de redéfinir les termes, c'est-à-dire de se redonner les moyens, au fond, par leur propre expérience, c'est-à-dire par l'expérience de la délibération, du dialogue, de la discussion et du conflit, de redéfinir les termes de la vie collective. Donc une nouvelle République, oui, cela me paraît effectivement tout à fait indispensable, puisque la 5e est en crise et que cette crise est accélérée depuis l'absurde, à mon avis absurde, introduction du quinquennat, mais non pas simplement du point de vue de la répartition du pouvoir, mais d'associer le maximum de citoyens à la réflexion sur le pouvoir lui-même, sur ce qu'ils entendent exprimer, bref, à reprendre cette belle formule de Michel de Certeau, je crois, qui qualifiait la démocratie par la prise
prise de parole d'abord, et la prise de parole, cela veut dire redéfinir des termes qui, me semble-t-il aujourd'hui, ont cessé dans le débat public officiel, je dirais, de décrire un réel qui soit un réel que l'on puisse partager autrement que par les angoisses ou par les colères. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Votre présentation suscite beaucoup d'enthousiasme. Elle suscite chez moi beaucoup de questions, mais avec votre permission et votre accord, une question pour Michael Fussell. Une question simplement pour des raisons de temps. Si quelqu'un a une question qui appellera une réponse brève. Alors, madame, il y a un micro. Pardon. Ça va venir. N'oubliez pas de vous présenter. Voilà, nous avons un sportif qui est en tenue. Merci. Il me semble que la question de la liaison entre la démocratie et la République, c'est une question clé en ce moment, sur ce qui se passe en France. C'est que c'est pas la même chose. La démocratie, c'est plus un mode de fonctionnement sur un consensus de la population, sur des décisions à prendre pour gérer le pays. Bon. Et il y a le principe de l'égalité des voix. Et de l'autre côté, la République, c'est plus un projet de société, des valeurs qu'on veut défendre. Et il faut rappeler ce triptyque de liberté, égalité, fraternité, avec cet équilibre où il y a à la fois de la liberté, et liberté créatrice, liberté d'échange, liberté sociétale, la fraternité qui est la solidarité, et puis l'égalité. Et ce triptyque-là, c'est un véritable projet de société sur lequel il faut un consensus. Et pour pouvoir adhérer à ce projet de société, on a besoin de la démocratie. Donc les deux se répondent. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, si on veut vraiment dépasser ces clivages gauche, droite, le problème du Front National, c'est qu'il faut remobiliser les gens sur ce triptyque, sur la République. Et c'est que comme ça, en se mobilisant sur les vraies valeurs républicaines, sur un projet de société, y compris économique, voilà, qu'on pourra y arriver. Alors qu'il y ait une différence entre la République et la démocratie, ça me paraît effectivement tout à fait exact. Je suis pas sûr de la placer exactement là où vous la placez. La République, je dirais, en tout cas la République française, puisque vous avez fait écho à sa devise, c'est une version de la démocratie. Et c'est une version de la démocratie qui, comme forme de société, pas simplement comme système électif, c'est une version qui effectivement repose sur un certain nombre de principes, je préfère le mot principe au mot valeur, sur un certain nombre de principes, mais précisément, je dirais, c'est une manière de stabiliser la démocratie. La démocratie a quelque chose, encore une fois, comme forme d'échange de société, comme système où les arguments se répondent les uns aux autres sans qu'il y ait un savoir qui puisse mettre terme à la discussion. La démocratie a quelque chose d'illimité. Nous ne cessons de discuter, et on le voyait, j'étais hier soir à votre plénière, j'y ai participé, on voyait bien que vous n'aviez pas, enfin un certain nombre d'entre vous, envie que ça s'arrête. Bon, et c'est très bien comme ça. La République, c'est une manière d'apporter une limite à cette illimitation démocratique qui a ses propres perversions, ses propres risques, que cela ne s'arrête jamais, que la délibération l'emporte sur la décision. La République, c'est aussi une discussion, ou c'est plutôt une forme, institutionnelle, qui permet d'apporter un certain nombre de limites à la démocratie. Par exemple, vous l'avez rappelé, même si le peuple le veut, en droit, majoritairement, eh bien, on ne pourra pas remettre en cause la forme républicaine de l'État. La Constitution, c'est précisément ce qui vient limiter par avance un certain nombre de dérives possibles de la démocratie. Je crois que toute la difficulté, c'est de trouver un équilibre entre cette illimitation démocratique et cette limitation républicaine, ou disons étatique, qui n'aille pas, je dirais, trop fortement dans un sens. Et le risque aujourd'hui, me semble-t-il, c'est plutôt celui d'une limitation trop forte par l'État
et peut-être aussi par le marché, par des formes, disons, d'organisation institutionnelle, de ce qu'il y a tout de même de positif dans l'illimitation démocratique, c'est-à-dire la mise en scène des conflits en tant que personne ne peut y mettre un terme de manière autoritaire. Est-ce que, pour essayer de mettre pour la salle et nous tous qui sommes là, 1 minute, les idées un peu en place pour nous en tout cas. La République, nous on est des militants engagés sur le terrain, des élus assez souvent. La République, c'est, au sens commun du terme, une forme politique. C'est l'organisation, les institutions, la Constitution, et les gens disent on est en République. Puis la République, c'est une deuxième chose, Marianne n'avait pas tort de le dire, en France, le mot républicain, c'est un projet politique qui en effet se singularise ou se caractérise par le triptyque que nous savons, liberté, égalité, fraternité. Et c'est pourquoi, lorsqu'un certain nombre de gens, par exemple extrémistes, disent « Mais quoi, on n'est pas républicain, on est en République, les gens votent pour nous », on peut leur opposer le fait que leur vision du monde, leur projet sur le monde ne correspond pas aux valeurs républicaines qui sont énoncées au fronton de tous les établissements publics. Ça, c'est la première chose. Démocratie, je pense que c'est utile de définir ce que ça veut dire. Ça n'est pas seulement le vote, ça n'est pas seulement le débat perpétuel. Pour nous, qui avons choisi l'adjectif démocrate ou qui aimons l'adjectif démocratique dans chacun des intitulés nombreux des formations politiques qui ont incarné ce courant politique, moi j'aime beaucoup la définition de Marc Sangnier, qui dit « La démocratie est l'organisation sociale qui vise à porter à son plus haut la conscience et la responsabilité de chacun des citoyens. » La conscience et la responsabilité. Et on voit qu'il y a là un projet politique qui dépasse et va plus loin que le projet républicain, puisqu'il vise non seulement à réaliser ou à incarner ce triptyque, mais à faire que chacun de ceux qui est membre de la société en question, de la communauté en question, en soit un membre de premier rang dans la responsabilité. Et il me semble que si on articule les deux, alors on comprend pourquoi la Constitution a écrit « La République est démocratique, laïque et sociale ». Et cette liaison intime qui a été faite dans le texte constitutionnel, pour nous, justifie l'équilibre français, le projet français, l'idéal français que nous essayons d'incarner et de réaliser ici. Pardon d'avoir ajouté cette précision. Merci, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que vient de dire François Bayrou. Je vais devoir y aller. Je vous remercie de votre attention. J'ajouterai juste simplement en écho à ce que vient de dire François Bayrou que démocratie ou république, ce ne sont pas, contrairement à ce que parfois une certaine idée de l'état de droit laisse penser, ce ne sont pas des formes neutres de vie sociale, que même s'il y a il devrait y avoir une impartialité de l'État, cela ne veut pas dire ou cela n'implique pas, me semble-t-il, que la démocratie ou la République, là les deux vont dans le même sens, ce ne soit pas un ensemble aussi de choix qui appelle, vous en avez parlé, une responsabilité, donc une implication des individus, et que ce n'est pas simplement un système électif dans lequel, au fond, régneraient des opinions qui seraient par principe équivalentes. Voilà. Merci et bon débat à vous tous. Merci et bon retour. Les quelques minutes qui viennent de se dérouler montrent la richesse des questions qui ont été posées. Je serais assez d'accord avec la définition qu'en a donnée Madame tout à l'heure sur Marianne, entre
entre la démocratie et la République. Mais je ne vais pas m'immiscer dans le débat. Sur le capitalisme autoritaire, il a pris l'exemple de la Chine, de la Russie. On a quand même des exemples en France dans l'histoire, qui sont ceux des empires, qui étaient aussi des régimes à la fois capitalistes, libéraux sur le plan économique, mais aussi très autoritaires. Donc c'est aussi une phase de notre histoire qu'il ne faut pas oublier. Tout à l'heure, il a été question de Nouvelle République et on a glissé tout de suite vers la 6e République, mais un des débats, mais je sens que mes voisins vont intervenir là-dessus, c'est est-ce que c'est une 6e République ou une 5e République refondée? C'est quand même une question qui n'est pas totalement anodine et je ne suis pas sûr de partager tout à fait ce qui va être dit par la suite, mais justement c'est l'objet. Bien, on verra. Puis un dernier mot. Il a dit qu'il ne connaissait pas le mot emploi. Enfin, pour avoir un fils au chômage depuis 1 an, je peux vous dire que le mot emploi, c'est pas un mot entre guillemets vide, c'est pas une abstraction. On veut bien qu'on ne rencontre pas l'entreprise, mais l'emploi, on le rencontre quand on n'en a pas. Et c'est le fait notamment d'être utilisé, de servir à quelque chose et de ne pas avoir d'emploi, c'est une véritable réalité, c'est pas seulement une abstraction. Pardonnez-moi ces quelques mots personnels. Voilà, alors je donne la parole. Je préférerais ne pas avoir dit ça d'ailleurs, vous en doutez. Je donne la parole à Loïc, que j'ai appelé Luc tout à l'heure, pardonne-moi, pour donc une dizaine de minutes à peu près. Merci. Merci, vous m'entendez, le casting est plutôt bien fait, même si il y a une nette domination de vieux mâles blancs à la tribune. On a un philosophe qui a pris la parole en premier. Moi, je suis plutôt un sociologue et je pense que le regard va glisser aussi vers plutôt les institutions et le droit. Et moi, je vais poursuivre ce que Michael Fossel a entamé, c'est-à-dire l'autopsie de notre démocratie. Je vais vous proposer un tableau clinique, une sorte d'état critique des lieux de la démocratie contemporaine dans les démocraties libérales représentatives occidentales. Ce sera l'objet de mon exposé. Je vais poser 3 questions. La première va vous paraître peut-être iconoclaste, un peu provocante. C'est sommes-nous encore en démocratie, voire même avons-nous jamais été en démocratie? Donc je vais rappeler un certain nombre d'évidences. Dans un second temps, je vais moi aussi éviter le vocabulaire de la crise, qui est un vocabulaire tellement aujourd'hui érodé qu'il n'a plus de sens, mais je vais réfléchir et faire l'inventaire de ce qui menace aujourd'hui la démocratie. Par en haut, par en bas, partout. Qui sont les adversaires de la démocratie aujourd'hui ? Et dans un troisième temps, je vais donner quelques raisons d'espérer. Qu'est-ce qui peut les sauver ? Là où les menaces sont croissantes, les raisons d'espérer aussi peuvent l'être. Et développer 3 stratégies de rénovation, de réanimation de nos démocraties. Premier élément, sommes-nous encore en démocratie ? Voire même, avons-nous jamais été en démocratie ? Premier point, point d'histoire. Les pères fondateurs de nos institutions, c'est-à-dire de ce que nous appelons aujourd'hui la démocratie représentative, haïssaient la démocratie. À la fin du XVIIIe siècle, aux États-Unis et en France, les constituants ont voulu trouver un régime alternatif à la fois à la monarchie absolue et à la démocratie. La démocratie était jugée comme un régime dangereux, archaïque, impossible à pratiquer dans les grandes nations et surtout irresponsable. C'est-à-dire comment confier la décision à des citoyens à la fois incompétents et toujours facteurs de désordre. Sieyès l'a dit très bien en 1789, les représentants parlent et veulent pour la nation. Point barre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a substitution des représentants au peuple, à la nation. Il y a une souveraineté populaire de principe, mais dans la pratique, le peuple n'a pas à gouverner lui-même, il a à désigner des représentants. Donc, quand on parle de démocratie représentative, on a affaire à une sorte d'oxymore, c'est-à-dire d'une contradiction dans les termes. La démocratie ne saurait pas être représentative puisque la représentation n'organise pas le gouvernement du peuple par lui-même. Ça, c'est un point d'histoire.
Deuxième élément, sommes-nous encore en démocratie? Là, je vais partir d'une autre définition que celle proposée par François Bayrou, une définition de spécialiste de sciences politiques. Je vais l'emprunter à un de mes collègues américains qui s'appelle Robert Dahl, qui n'est pas un gauchiste, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a décédé récemment, c'est un des grands politistes du XXe siècle, et il propose une définition que je trouve assez robuste en 5 points, avec un point principal. Premier point, il y a démocratie lorsque chaque citoyen a une chance égale d'influencer la décision. On pourrait même se limiter à ça. Une chance égale d'influencer la décision. Là, nous sommes en démocratie. Deuxième point, il y a démocratie lorsque tous les suffrages se valent. C'est le principe un homme, une voix. Troisième condition, il y a démocratie lorsqu'il y a une compréhension éclairée des enjeux par chaque citoyen qui lui permettent de se prononcer, de voter en accord avec ses convictions et avec ses intérêts. Donc la qualité du débat public, de l'offre, on pourrait traduire ça en offre médiatique, elle est tout à fait importante. Quatrième élément, il y a démocratie lorsqu'il y a un certain contrôle par le peuple de l'agenda des gouvernants. Cinquième point, il y a démocratie lorsque tous les intérêts sont pris en compte à part égale dans le processus de décision. Principe d'inclusion, tous les intérêts pris en compte à part égale dans le processus de décision. Chacun a la même chance de voir ses intérêts défendus dans le processus de décision. Voilà 5 points qui me paraissent tout à fait importants, et si on les prend un par un, tous, à l'exception d'un seul, aujourd'hui, ne correspondent en aucun cas à l'état de nos démocraties. Il serait absolument irréaliste de dire que chacun a une chance égale d'influencer le processus de décision. Il serait irréaliste de dire que chacun a les moyens d'avoir une compréhension éclairée des enjeux qui lui permettent de voter, de se prononcer en accord avec ses convictions et ses intérêts. Il serait irréaliste de dire qu'il y a un contrôle par le peuple de l'agenda des gouvernants. Et il serait parfaitement irréaliste de dire que tous les intérêts sont pris en compte à part égale dans le processus de décision. Nous avons des démocraties qui sont inégalitaires, qui privilégient certains points de vue dans les médias, qui privilégient certains intérêts dans le processus de décision. Tout ça est aujourd'hui évidemment constatable. Il y a un seul élément qui nous rapproche de la démocratie, c'est le principe un homme, une voix. Mais la question se pose, est-ce que la démocratie peut se réduire à l'élection? C'est, à mon avis, l'un des enjeux vraiment fondamentaux de cette réflexion sur la démocratie. Donc, avons-nous jamais été en démocratie? C'est douteux. Y sommes-nous aujourd'hui? C'est douteux également. Et certains n'hésitent pas à dire que nous avons changé de forme politique. Nous sommes dans ce qu'on appelle, dans ce que le sociologue anglais Colin Crouch appelle la post-démocratie. Comme sous la République romaine tardive et au début du bas empire romain, nous avons les apparences de la démocratie, nous avons un Sénat, une assemblée, un peuple, nous avons des élections, mais nous ne sommes plus en démocratie, très clairement. Après cette entrée en matière iconoclaste, je vais poser une seconde question. Qu'est-ce qui fait que les menaces qui pèsent sur la démocratie aujourd'hui devraient nous angoisser et devraient nous inquiéter sur la survie même de cet embryon de démocratie qu'est la démocratie représentative? Je ne parle pas de crise, parce qu'effectivement ce vocabulaire de la crise est très problématique, supposerait que l'on revienne à un état idéal de la démocratie. Je vais parler de processus de désintégration, de processus d'implosion, de processus qui est à la fois interne aux institutions, mais qui est lié aussi à tout un ensemble de facteurs sociaux, économiques, culturels très différents. Premier élément, nous avons aujourd'hui un processus d'évidement du pouvoir politique, d'abaissement du pouvoir politique par rapport au pouvoir économique. La sphère économique, ses logiques, ses volontés, ses acteurs, aujourd'hui, ont pris le pas sur le pouvoir politique dans un processus de servitude volontaire, d'asservissement, mais qui est vraiment très dangereux pour les libertés. Donc cette extension à l'indéfini de la sphère économique, aujourd'hui, est délétère, mortifère pour le pouvoir politique. Deuxième élément, il y a une incapacité, c'est-à-dire ça n'est pas une crise seulement de légitimité, c'est une crise d'impuissance. Il y a une incapacité des pouvoirs politiques à régler les problèmes
urgents de ce temps, les questions économiques, mais aussi les questions environnementales. Je reprends l'expression de Pierre Rosanvallon, très juste. Les institutions représentatives sont myopes, elles ne voient jamais plus loin que la prochaine élection, et elles sont incapables de prendre les mesures qu'il faudrait aujourd'hui pour régler cette crise qui va très vraisemblablement emporter avec elle la démocratie, qui est la crise environnementale, et que nous vivrons, nous, ça n'est pas pour nos enfants, bon. Mais comment représenter les intérêts du long terme dans nos démocraties, c'est une question. Troisième élément, il y a un niveau de défiance atteint par les acteurs politiques, par les partis politiques, et effectivement je n'ai pas le temps de revenir sur ce que sont les partis politiques et ce qu'ils pourraient faire aujourd'hui, mais qui a atteint des niveaux vertigineux. Défiance à l'égard des acteurs politiques, mais défiance aussi à l'égard de toute forme d'autorité. Toute forme d'expertise. On le voit dans tous les débats publics, et j'en observe beaucoup, les experts sont démonétisés. Plus personne ne croit à leur impartialité. Tout le monde pense qu'ils sont sous influence. Et ça donne sur Internet la floraison de théories du complot sur le mode « tout le monde nous ment, personne ne nous dit la vérité, nous ne pouvons plus croire personne ». Et ça, c'est très dangereux pour, finalement, un pouvoir politique qui s'est appuyé aussi sur une légitimité d'expertise. Nous avons le sentiment d'un déni de représentation d'une partie significative et croissante de la population. Nous ne sommes plus représentés. Comme le disaient les indignés espagnols, vous ne nous représentez pas. Ce déni de représentation, évidemment, fait le lit de l'extrême droite, qui, elle, présente encore une promesse de représentation des intérêts, mais il est absolument dramatique. Les adversaires de la démocratie, ils sont là. Évidemment, les populismes, les extrémismes, effectivement, qui ne sont rien d'autre qu'un processus de réenchantement du politique, comme si le pouvoir politique pouvait encore s'imposer, comme si la politique était autre chose que de la gestion. Comme si on pouvait encore désigner des adversaires, faire communauté politiquement. Il y a une promesse de politique, une promesse même de démocratie d'un certain point de vue, mais de démocratie tellement déviée qu'elle est problématique, de démocratie directe, qui est derrière cette tentation populiste. Et ça, c'est pour la base. Mais au sommet, est-ce que nos élites croient encore en la démocratie ? Est-ce que nos élites ont encore confiance dans la démocratie? Est-ce qu'elles n'ont pas tendance, que ce soit les élites technocratiques, les élites européennes, les élites économiques, est-ce qu'elles n'ont pas tendance à avoir peur de plus en plus de la démocratie? Souvenez-nous du moment de la crise financière, lorsqu'il s'est agi de faire un référendum en Grèce. Que n'a-t-on entendu sur le risque de ce recours à la démocratie ? Il y a une tentation autoritaire, mais aussi une tentation technocratique. Gérons les sociétés comme les marchés, faisons en sorte de leur appliquer les solutions qui sont les nôtres et qui sont bonnes pour le peuple, mais que le peuple est incapable de découvrir. Et puis, vous avez la montée à bas bruit aujourd'hui d'une critique des institutions de la représentation qui est tout à fait intéressante, me semble-t-il. Si on s'intéresse un peu à Internet, au milieu des activistes qui réfléchissent sur ces questions de démocratie, il y a aujourd'hui une critique qui s'exprime, qui s'est exprimée dans le mouvement Occupy, qui s'est exprimée chez les indignés, qui s'est exprimée en Italie pour le meilleur et pour le pire avec le mouvement de Beppe Grillo, mais quand même un quart de l'électorat, c'est pas rien. Cette critique, elle remet en cause fondamentalement les institutions de la représentation, de l'élection. Elle préconise le tirage au sort. Elle préconise une assemblée constituante citoyenne tirée au sort. Elle préconise une forme radicale de réforme de la démocratie. J'ai participé à un documentaire qui s'appelle « J'ai pas voté », dans lequel on a affaire à une critique de l'élection. Ce documentaire a été mis sur YouTube. Il n'a pas été acheté par les télévisions. Il a été mis sur YouTube en quelques jours. 100 000 vues. Et un nombre de partages tout à fait exceptionnel, ce qui pour ce type de thématique témoigne de l'émergence finalement de propositions à la fois critiques et alternatives. Alors maintenant, comment s'en sortir? Pour ne pas sortir ici trop désespéré après cette élégie funèbre d'un idéal finalement que nous n'avons jamais vraiment connu. Trois éléments, me semble-t-il, qui correspondent, trois directions, qui correspondent à ce qu'est la démocratie au fond. C'est-à-dire la démocratie, c'est trois processus, trois sphères
trois dimensions qui entrent en tension les unes avec les autres. Et on ne peut pas réduire la démocratie à l'une de ces dimensions. La première de ces dimensions, c'est sa dimension institutionnelle. Il est hors de question de jeter aujourd'hui le bébé avec l'eau du bain. On ne peut pas, du jour au lendemain, substituer la démocratie directe à la démocratie représentative. Il me semble que la réforme institutionnelle aujourd'hui, mais d'autres en parleront mieux que moi, est impérative. Il faut déprofessionnaliser l'activité politique qui est devenue hyper professionnalisée, très clairement. Il faut, avec toutes les palinodies, etc., mettre fin clairement au cumul des mandats dans l'espace, mais aussi dans le temps, très clairement. Il faut, alors là, ce sont les mesures les plus consensuelles, mais il y a des mesures qui sont que moi je défends, qui sont un peu plus contestables et contestées dans la culture politique française. Il faut un recours beaucoup plus fréquent au référendum et une vraie liberté d'initiative populaire. Honnêtement, très clairement, même si je ne suis pas content toujours de ce que produisent les initiatives en Suisse, je préférerais être un citoyen suisse qu'un citoyen français. Je pourrais, à ce moment-là, m'exprimer sur un certain nombre de questions. Dernière mesure que les élus, mais même les citoyens détestent en France, le vote obligatoire. Alors voilà, là en général, ça fait un flop. Mais le vote obligatoire, comme moyen de compensation des inégalités sociales de l'élection aujourd'hui, c'est-à-dire que les catégories populaires ne votent plus. Et si elles ne votent plus, elles ne comptent plus. Rendre le vote obligatoire, à mon avis, changerait vraiment les choses. Donc, démocratie institutionnelle, d'autres en parlons mieux que moi. Cette démocratie institutionnelle, elle doit faire le ménage en son sein, pour ne rien dire des mesures sur la transparence. Nous sommes très loin du compte aujourd'hui. Il y a un enjeu de moralisation de l'activité politique. Deuxième dimension, la démocratie citoyenne. Ce que Rosan-Vallon appelle la contre-démocratie. Rosan-Vallon a dit dans son très bon livre sur la contre-démocratie, il n'y a pas de démocratie sans tension entre la démocratie institutionnelle et la démocratie citoyenne. Pourquoi ? Parce que quand les citoyens se désintéressent de la politique, quand les citoyens regardent ailleurs, quand ils sont des consommateurs, lorsqu'ils se replient sur la sphère privée, c'est ce que disait à Athènes Périclès, c'est ce que disait Tocqueville, à ce moment-là, ils ont toute chance de laisser échapper le cours de leur destin et de voir le pouvoir transféré à des acteurs qui ne les prendront plus en compte. Aujourd'hui, c'est un peu la situation. Depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, tout est fait pour dissuader les citoyens de s'intéresser à la vie politique. Tout est fait pour les transformer en consommateurs, à la fois en les gouvernant par le désir et par la peur. La peur de perdre ce qu'ils ont et le désir de consommer. Et on ne peut pas être citoyen lorsque finalement, en soi, c'est un peu ce que disait Michael Fossel, le consommateur a vampirisé le citoyen, celui qui... et on peut par exemple, analyser le référendum écossais de cette manière, c'est-à-dire que finalement en Écosse, mais bon, sous bénéfice d'inventaire, j'ai pas travaillé, mais sont les consommateurs, ceux qui ont eu peur de perdre leur pouvoir d'achat, qui l'ont emporté sur ceux qui avaient une vraie aspiration à la liberté. Mais on pourrait en rediscuter. Discutable. Et puis, deuxième élément qui me paraît tout à fait important, il y a chez les citoyens des sources d'innovation, des solutions qui ne sont pas visibles des politiques. Je crois beaucoup à l'idée d'expertise profane, d'expertise d'usage. Je crois beaucoup à la démocratie du faire. Les citoyens sont capables de contribuer au processus de décision infiniment plus que ne le croient en général les techniciens et les politiques qui pensent avoir la solution infuse. Il y a chez les citoyens des solutions qui renvoient aux formes politiques elles-mêmes. Le mouvement des indignés, tout ce dont deux de mes collègues, qui dans un bouquin très, très bon, qui vient juste de sortir, appellent tous les mouvements qui défendent le principe démocratie. Je vous renvoie au livre de Sandra Logier et Albert Augien, le principe démocratie à la découverte. Ces mouvements inventent de la politique. Ils promeuvent des alternatives politiques et ils pourraient, me semble-t-il, réanimer les institutions démocratiques. Et pour ne pas être trop long, je vais insister sur une troisième sphère à la fois d'institutions et de formes politiques, qui est ce que j'appelle la démocratie délibérative. Et c'est là-dessus que je travaille en général.
la plupart du temps. La démocratie délibérative, c'est quoi? C'est cette sphère qui est à l'interface entre la démocratie citoyenne et la démocratie institutionnelle. C'est ce qu'on appelle vulgairement en France, mais un mot qui a été complètement démonétisé, démocratie participative. C'est-à-dire, ce sont des lieux où le processus de représentation politique prend véritablement forme, c'est-à-dire ce processus par lequel les représentants mettent à l'épreuve leurs solutions auprès des représentés, c'est ce lieu où les représentants viennent rendre des comptes en dehors de l'élection, dans l'intervalle entre les élections aux représentés. C'est ce lieu où la légitimité respective des citoyens et des acteurs politiques est mise en tension. Et c'est ce lieu que l'on peut faire exister au travers de tout un ensemble de démarches, de dispositifs, jurys de citoyens, conférences de citoyens, débats publics, concertations, mais tout cela obéissant à des règles d'impartialité et d'inclusion très fortes. Tous ces mécanismes-là, à mon avis, sont nécessaires pour avoir une démocratie authentique et pour avoir un véritable processus de représentation politique. On pourra y revenir, mais il y a des expériences qui marchent. Ça n'est pas parce qu'en France on méprise toutes ces formes politiques, c'est pas parce qu'en France on les instrumentalise, c'est pas parce qu'en France le mot démocratie délibérative gêne à l'oreille parce que nous disons que la délibération c'est le fait des élus. Oui, les élus continuent à décider, mais la délibération c'est la formation de la décision qui produit la légitimité de celle-ci. Conclusion, tout ça sera-t-il suffisant ? Ça n'est pas sûr. Tout comme Michael Fossel, je suis très modérément optimiste sur ces points. Je ne suis pas d'un optimisme béat sur la possibilité de voir les citoyens se réveiller, mais se réveiller dans le bon sens, sans confier leur destin à des gouvernants autoritaires. Je ne suis pas convaincu que l'on puisse finalement, avant la fin, mettre en place tout ça. Il faudrait aussi, me semble-t-il, qu'ils prennent en main clairement leur destin et qu'ils se rappellent, comme l'a dit Michael Fossel, et là-dessus je suis tout à fait d'accord, que la démocratie c'est une forme de vie autant que des institutions, c'est-à-dire c'est une manière d'être ensemble, de construire ensemble l'intérêt général, de construire ensemble l'avenir sans ce sentiment de défiance aujourd'hui, y compris dans le conflit qui est généralisé. Voilà, merci de m'avoir écouté ce quart d'heure. Merci pour ces propos tout à fait intéressants et stimulants. Avant de passer la parole directement à Bastien François, parce que je crois qu'il y a un lien direct entre les deux, simplement, on pourrait se poser la question de savoir si nous n'avons jamais été en démocratie, compte tenu, quand vous dites est-ce que nous sommes encore, la question serait est-ce que nous l'avons jamais été, compte tenu des définitions que vous avez données. Je crois qu'on peut répondre en réalité jamais. Et puis deuxième remarque qui va peut-être servir de transition très, très facile avec Bastien François, c'est qu'il a été question à plusieurs reprises ce matin d'une constituante, comme si c'était un élément déclencheur pour lancer un phénomène. Les constituantes, on en a vu récemment dans les pays arabes, après ce qu'on a appelé les printemps arabes, et on a vu les difficultés que ça peut entraîner. Et puis les constituantes en France, lorsqu'il y en a eu, c'était souvent après des chocs politiques. Les constituantes sont rarement arrivées dans une situation, entre guillemets, de calme absolu. C'est soit la guerre, soit une révolution, soit autre chose. Voilà, donc Bastien, François, la parole. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Je n'avais pas prévu de parler de constituante, mais non mais c'est très très bien, je vais en dire un mot, parce qu'effectivement ce mot commence à occuper, à prendre du poids dans les débats actuels. Bon, je voulais commencer en remerciant le MoDem de son invitation. Alors, c'est pas simplement parce que je remercie le MoDem de son invitation en soi, oui, merci, mais je pense que c'est dans la période actuelle, et sur ces questions-là, il est très important que nous nous parlions. Moi-même, je suis universitaire, mais aussi un militant et un élu écologiste. Je suis très heureux d'être là pour vous parler, et j'aimerais que d'ailleurs que vous veniez aussi chez nous, enfin, etc. Je crois que la période est suffisamment grave
pour qu'on discute. Alors, moi j'ai été invité, j'ai bien compris, pour un des éléments du triptyque qui donne son titre à cette plénière, c'est-à-dire l'élément Nouvelle République, bon. Et savoir si c'est une Nouvelle République, point d'interrogation ou pas, ce que disait Michel Verpeau, est-ce que c'est une 5e rénovée, une 6e République, j'y reviendrai. Alors, je partage presque totalement l'analyse que vient de faire devant vous Loïc Blondiau, avec peut-être une petite différence, c'est que moi je suis personnellement plus optimiste, peut-être parce que je suis un militant politique, je suis dans un parti, je vois des militants politiques et je sais qu'il y a une force là, il y a de la croyance et que les choses, je les vois de façon un peu moins froide que l'universitaire, qui effectivement, du point de vue universitaire, a une situation objectivement très difficile. Bon. J'y crois quand même, et j'y crois d'autant plus que je crois que nous vivons, si je voulais regarder la période d'un point de vue optimiste, une période formidable parce que nous allons être obligés d'inventer un nouveau monde. Et il n'y a pas beaucoup de situations comme ça où on va devoir repenser entièrement notre société. C'est-à-dire que nous allons devoir repenser la production, la consommation, le travail, la fiscalité. Nous n'avons pas le choix. Hein. Je veux dire, nous vivons, je vais y revenir plus tard, nous vivons quand même dans un monde jusqu'à présent qui s'est inventé entre le 18e et le 19e siècle. Et là, nous devons inventer un nouveau monde du 21e siècle. On ne sait pas très bien comment l'inventer. On tâtonne, mais il y a quelque chose d'extraordinairement excitant dans cette situation-là, de dangereux, mais aussi d'excitant. Alors, pour dire les choses simplement, Loïc a beaucoup parlé, il m'a piqué un certain nombre de choses. Bon, je vais, mais oui, puis en plus, lui, il a un talent exceptionnel, donc moi derrière, vous voyez, c'est bon. Je vais retenir 3 points qui seraient parmi d'autres, hein, mais qui seraient 3 enjeux, enfin 3 problèmes, 3 enjeux de ce que pourrait être le chantier de cette nouvelle République. 3 points sur lesquels il faudrait, en tout cas, sur lesquels je suis sûr qu'il faut qu'on discute. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas d'autres et que ces points d'ailleurs ne se déclinent pas en d'autres points, etc. Le premier point, je vais l'appeler responsabilité. Les régimes représentatifs se sont construits sur une idée assez simple, mais très forte, sur l'idée de la confiance. Et cette confiance, elle se paye de quelque chose qui est la responsabilité. Le problème dans notre pays, c'est que cette responsabilité n'existe plus. La Ve République, non pas en elle-même, non pas le texte lui-même, mais la façon dont la pratique l'a façonné, la Ve République a fait disparaître au sommet de l'État la responsabilité. De fait, nous élisons un chef suprême qui, pendant 5 ans maintenant, ne va jamais, quoi qu'il arrive, supporter une épreuve de confiance. D'où les tentations d'où la possibilité de la trahison par rapport au mandat qui a été accordé. D'où l'absence de limite. D'où, d'une certaine façon, la distance, mais qui est presque inscrite dans les gènes des institutions, entre l'exercice du pouvoir et la société. Bon. Et d'où, en plus, c'est ça qui a commencé, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, d'où cette petite maladie qui a fait descendre petit à petit l'irresponsabilité du sommet de l'État dans toute la chaîne de commandement de l'État. Bon. Voilà. Et l'enjeu, il est de restaurer ce principe de responsabilité. Ce principe très simple. Les Anglais ont un terme pour parler de ça, qui est très difficile à traduire, mais qui est peut-être plus fin, c'est accountability. Le fait que les gens à qui on a accordé la confiance pour nous gouverner doivent rendre des comptes sur l'usage qu'ils ont fait de cette confiance, en permanence et à tout moment.
Alors, restaurer la confiance, ça veut dire des choses extrêmement simples pour des gens comme Michel Verpeau et moi, c'est-à-dire des constitutionnalistes. C'est régime parlementaire, parce que c'est le régime parlementaire est fondé sur la confiance, sur la responsabilité. Donc, ça veut dire restaurer un vrai régime parlementaire. Ça, c'est pas du tout révolutionnaire, c'est-à-dire avoir un système le même que dans tous les autres pays de l'Union européenne, sauf Malte. Oui, donc, c'est pas très, très, très révolutionnaire, mais enfin, ça serait quand même sortir de l'exception française. Mais c'est donc, je ne vais pas entrer dans le détail, mais c'est aussi, et c'est là que c'était important ce que disait Loïc Blondiot, c'est aussi construire politiquement le temps entre les élections. C'est-à-dire effectivement, et là aujourd'hui dans la boîte à outils démocratique, dans les expériences qui se construisent partout, on dispose de ce qu'il faut pour remplir le temps positivement entre les élections. Tout ce qu'on appelle, Loïc a raison d'appeler ça plutôt de la démocratie délibérative que de la démocratie participative, qui est un terme un petit peu galvaudé. Mais justement, tous ces temps où le politique va être obligé, où le représentant est obligé de partager un certain nombre de choses, est obligé de répondre, est obligé de s'inscrire dans des débats, est obligé d'une certaine façon de rendre des comptes, mais pas d'une façon négative. De rendre des comptes dans la dynamique même du débat, de la construction des projets, des politiques publiques, etc. Et il y a de ce point de vue-là beaucoup de possibilités, alors qui sont, on le sait maintenant, plus ou moins efficaces, plus ou moins utiles, etc. Bon, je ne rentre pas dans cette question, mais j'imagine qu'il y aura des questions qui seront posées à ce propos. Donc le premier point, le premier enjeu, le premier problème, c'est la question de la confiance, c'est la question de la responsabilité, c'est la question des mécanismes par lesquels on peut arriver à restaurer ce principe de confiance qui, encore une fois, est indissociable d'une épreuve particulière qui est là ce qu'on appelle en droit constitutionnel, en droit politique, la responsabilité. Le deuxième point qui me semble extrêmement important, et que vous connaissez bien, c'est la question de la qualité de la représentation. Alors là, il y a un chantier immédiat qui est pas un petit chantier, qui est le chantier des modes de scrutin. Nous avons un mode de scrutin qui n'est pas propre à la Ve République, c'était le mode de scrutin qui existait sous la Troisième République, par exemple, mais qui est indissociable de ce qu'est devenu la Ve République, c'est le mode de scrutin majoritaire, uninominal majoritaire à 2 tours. Ce mode de scrutin a des effets extraordinairement pervers. Nous avons aujourd'hui une représentation qui est dans un état... voilà, désespéré. Pas simplement sur le plan sociologique, pas simplement sur le plan démographique, mais encore que ça compte. L'Assemblée nationale ressemble un peu à nous trois, de ce côté-là. Et franchement, il faut dire la vérité, à tout point de vue, social, âge, sexe, revenu, on ne ressemble pas aux Français. C'est pas grave en soi, mais quand les représentants ressemblent aussi peu aux Français, bon. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est que la France représentée ne ressemble pas du tout à la France électrice. Si vous prenez l'ensemble des députés de gauche et de droite, l'ensemble, à l'Assemblée nationale, c'est moins que 50% du corps électoral. Mais alors, quand on dit la majorité, la majorité, ça fait 25%. Et déjà, bon. Et quand vous voulez engager des grandes réformes de structure, vous engagez des grandes réformes de structure avec des gens qui représentent en réalité, voilà, plus, qui ne sont pas du tout représentatifs socialement. Attendez, quand vous faites une réforme des retraites et qu'il y a un député, il y a 9 députés sur 10 qui ont plus de 60 ans, excusez-moi, évidemment, c'est assez cool de faire des réformes de retraite qui ne vont jamais s'appliquer à vous. Bon. Voilà, sans compter toute une série toutes les questions.
Troisième perversité, dont on parle peut-être un peu moins, parce qu'elles sont moins faciles à illustrer, mais je pense qu'ici au Modem, vous y serez sensibles. Voilà un système qui empêche quand même, qui oblige à des formes de bipolarisation et qui empêche des formes de recomposition qui peuvent être nécessaires à tel ou tel moment. Mais qui peut croire, par exemple, que la droite, c'est l'UMP? Qui peut croire que la gauche, c'est le PS? Bien sûr que ça n'existe pas. Et ils sont malheureux. Ils sont malheureux parce qu'ils ne sont pas bien. Par exemple, au PS ou à l'UMP, il y a une fracture énorme qui est la fracture européenne. Énorme. Et qui est quand même identitaire pour nous tous. Bon. Ils sont mal, mais ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Je veux dire, pour les frondeurs du PS, je me mets à leur place, hein, bon, ce qu'on appelle les frondeurs. Mais Valls, c'est un affreux de droite. Et pourtant, il est dans le même parti. Et donc, c'est difficile d'être en même temps, j'imagine, socialiste avec un gars de l'UMP qui est Premier ministre. Donc, ce mode de scrutin, c'est le mode de scrutin qui est pour nous vraiment un ennemi immédiat, parce que c'est le mode de scrutin qui nous empêche de rediscuter entre nous, oui, et puis de reconstruire des alliances, parce que on le sait très bien, c'est pas M. Bayrou qui a la vérité tout seul, c'est pas. Donc on va devoir construire. Oui, oui. Mais je préfère le dire parce que je sais. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, la question de la représentation, c'est pas simplement de la. Voilà. Hein, c'est du mode de scrutin. C'est aussi de la dynamique. Hein, des systèmes politiques, de la souplesse. Et puis, évidemment, il faut encore rajouter ce point, mais Loïc a déjà dit beaucoup de choses. C'est que c'est aussi aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui parce que hier c'était différent, c'était nécessairement différent. Hier, je prends toujours cet exemple, en 1958, il y a 180 000 étudiants. Aujourd'hui, il y a 2 500 000. Je veux dire, on est dans un pays beaucoup plus éduqué, qui a accès à beaucoup plus d'informations, qui est beaucoup plus capable, on le voit chacun d'entre nous, de peser, de construire, de partager, d'expertiser. Et donc, la question de la porosité, hein, la question de la représentation, c'est aussi la question de la porosité entre les représentants et ceux qui sont représentés, et de la capacité à s'ouvrir ponctuellement. Et moi, par exemple, moins que les référendums, je défendrais, mais vraiment très fortement, la question de l'initiative législative citoyenne. La capacité, y compris dans les collectivités locales, la capacité d'interpellation, d'inscription d'un certain nombre de questions sur l'agenda des élus ou dans l'ordre du jour. Donc là, il me semble qu'il y a un chantier qui peut être réalisé très vite. Parce que là, l'obstacle qu'on nous met chaque fois, il faut une révision constitutionnelle, il n'est pas là. Et je crois qu'on pourrait même, si on était un peu moins abîmé par la logique de la Ve République, parce que c'est un poison qui abîme tout le monde, je crois qu'on pourrait d'ailleurs assez vite même construire dans l'Assemblée nationale actuelle une majorité qui permettrait de bousculer le pouvoir exécutif en place. Sur ce sujet. Si. Mais il faudrait. Oui, mais ça suppose une grande intelligence. Hein. Mais si on ne fait pas le pari de l'intelligence, en tout cas, tout ce dont on est en train de parler ne servirait à rien. Donc là, il y a un chantier extrêmement important. Puis il y a un troisième chantier dont on parle beaucoup moins, mais que Loïc a évoqué, qui me semble absolument fondamental, qui est peut-être un petit peu abstrait. Mais on ne peut pas mettre sur le métier une nouvelle république sans se rendre compte que les schémas avec lesquels nous raisonnons ont été pensés il y a 2 siècles. Ça vaut pour la question de la démocratie elle-même, mais ça vaut aussi, et pour moi c'est un des sujets essentiels, ça vaut pour la question de la temporalité de l'action politique. Aujourd'hui, nous savons bien que les enjeux
ce sont des enjeux de long terme, voire d'extrêmement long terme. Que les questions budgétaires mobilisent des enjeux de long terme, voire d'extrêmement long terme. Et ce n'est pas que la dette, dont je sais qu'ici, depuis longtemps, on a dit l'importance structurante et les dangers. Mais nous devons inventer une société qui se préoccupe, une société politique qui se préoccupe des générations futures. Voilà. Et ça, c'est extrêmement difficile parce que nous sommes dans des systèmes qui n'ont pas du tout été pensés pour ça, parce que la question ne se posait pas. Nous savons qu'elle se pose. Et c'est compliqué, parce que qu'est-ce que ça veut dire une assemblée, par exemple, une assemblée qui représenterait des intérêts des générations futures? Comment on définirait les représentants? Donc là, il y a aussi mais en même temps, c'est là que l'enjeu est extrêmement excitant. C'est là que l'enjeu est beau. C'est-à-dire que l'enjeu n'est plus simplement on essaye d'avoir un truc mieux, qui marche mieux, on change des petits trucs dans la Constitution, tout ça. Non. L'enjeu, c'est de se dire, on va inventer un système institutionnel du XXIe siècle. Et je crois que là, il y a quelque chose sur lequel on pourrait essayer de mobiliser, de construire, y compris avec, sans doute, d'autres acteurs que nous. C'est-à-dire, d'une certaine façon, entre le professeur de philosophie à Polytechnique, le professeur de droit public à Paris 1, le professeur de sciences politiques à Paris 1 aussi, et moi, ça fait beaucoup, peut-être trop, heureusement on n'est pas les seuls, ça fait peut-être trop d'experts. Il faudrait peut-être commencer à construire des dialogues. Voilà. Alors, et puis je viendrai à la Constituante, puis j'aurai fini. La 6e République. Moi, je voudrais qu'on appelle 6e République ce chantier. Pas plus. Je voudrais qu'on appelle, parce que sinon on va fétichiser des choses, on ne va pas s'en sortir. Je voudrais qu'on se dise simplement quand on fait la 6e République, c'est que la 6e République, ça serait simplement, ça serait déjà pas mal, un dialogue pour refonder les institutions. On verra ce qu'il en sortira. On verra jusqu'où on ira. Et à la rigueur, moi je m'en fiche totalement du numéro. Je m'en fiche de savoir si c'est 5e rénové ou 6e, on s'en tape. En revanche, nous avons besoin d'un drapeau qui nous rassemble et qui nous permette de nous reconnaître et derrière lequel on se dise oui, c'est des démocrates qui se disent, qui ont pris la mesure de cet enjeu-là et qui veulent travailler avec les autres dans un esprit d'ouverture, dans un esprit de coopération. Ça ne veut pas dire dans la mollesse. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas avoir des principes derrière, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être radicaux. Alors simplement sur la Constituante. Bon, moi, je dois vous dire que, je crois que Michel Verpeau le laissait entendre dans la façon de s'exprimer, je suis modérément... voilà. Pourquoi ? Je crois que le problème, c'est qu'on raisonne souvent avec des instruments du passé. La Constituante, c'est un instrument du passé. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons des instruments délibératifs. Je ne dis pas qu'il ne faudra pas qu'il y en ait une à un moment. Mais je dis que nous avons des instruments délibératifs qui permettent de faire des choses beaucoup plus sophistiquées. Regardez ce qui s'est passé en Islande. Je crois que si nous voulons mobiliser véritablement notre pays sur la refondation du pacte démocratique, je pense que la Constituante, d'une certaine façon, quelle que soit la façon dont cette Constituante sera désignée, ça serait fermer trop tôt le débat. Et on verra s'il faut une Constituante, mais je crois qu'il faut surtout prendre le temps de construire très profondément un débat et construire très profondément des lieux d'émergence, de coproduction, de coélaboration de solutions. Il faut prendre le temps. Alors vous me direz, en Islande, c'est un tout petit pays, c'était assez facile à faire. Sans doute, mais après tout, nous, les Français, qui racontons partout qu'on est les champions du monde. Alors évidemment, on en a fait tellement de constitutions qu'on peut dire qu'on a de l'expérience. Bon. Mais voilà, nous, la France de 1789, patati patata, ça serait quand même la classe qu'on soit capable de monter un dispositif de construction du pacte démocratique qui soit adapté au XXIe siècle. Voilà. Et donc c'est pour moi la nouvelle République, on va dire, ça serait d'abord commencer par ça, c'est-à-dire montrer en pratique
dans les principes d'élaboration que nous sommes effectivement sur la voie d'un renouveau démocratique. Je vous remercie. Merci à Bastien François qui complète très bien ce qui vient d'être dit dans ce panel d'hommes d'un certain âge, blancs si j'ai bien compris, autour de la salle. Alors justement, pour sortir un peu de ce panel, mais avec quelques contraintes de temps, cette fois-ci c'est pas le train mais la restauration, parce que nous sommes très nombreux, ce qui est une bonne chose, mais du coup ça pose quelques petites difficultés. Je vous propose 4-5 questions auxquelles on essaiera de répondre de manière groupée pour laisser la parole quand même à notre dernier intervenant. Bon. Alors si le chef a dit, j'obéis. Merci beaucoup. Merci. Mon histoire familiale retiendra que François Bayrou, président du MoDem, a défendu la prise de parole du petit gamin Nordine. D'abord, moi, je suis très heureux d'être là. Je réponds rarement, en réalité, aux invitations des partis politiques pour une raison très simple, c'est que je suis journaliste et que un des versants de mon travail, c'est justement d'inviter les responsables politiques et donc intervenir dans une réunion politique, c'est un peu compliqué pour moi, mais j'ai accepté parce que d'abord je connais très bien le travail du MoDem et surtout parce que François Bayrou a fait justement l'effort de venir il y a 2 ans ou 3 ans dans une expérience que nous avons montée il y a quelques années à Bondy en Seine-Saint-Denis, et donc il a fait une émission de télévision avec nos jeunes. Et ça répond finalement à ce qui a été dit par les interlocuteurs précédents. Moi je voudrais, je n'ai pas l'ambition de dire des choses plus intelligentes ou plus pertinentes que mes collègues ici à ma gauche. Je voudrais juste vous parler d'une partie de la France, ou en tous les cas d'une France que moi je connais, dans laquelle je vis, dans laquelle j'ai grandi, et que je ne retrouve pas ni dans les discours politiques et encore moins dans les médias. Et finalement, ça répondra d'une manière très concrète à un certain nombre de positions idéologiques, politiques, universitaires qui ont été évoquées ce matin. D'abord, la France est une vieille dame, très vieille dame. C'est une shibaniya, comme on dit en arabe. Et pour nous, le mot shibani, c'est un mot affectif. C'est un respect que nous devons évidemment à des gens qui ont beaucoup d'expérience et qui doivent, en tous les cas, avoir le seul objectif que de transmettre cette expérience aux plus jeunes. Parce qu'au fond, moi j'ai toujours été éduqué avec cette idée que le rôle primordial et principal d'un adulte, c'est d'aider un gamin à grandir. Voilà, c'est assez basique, mais après on peut le décliner. Le deuxième point, c'est que tous les débats depuis 20 ou 25 ans en France, en fait, sont portés, nourris, argumentés par une petite élite, par une toute petite élite qui ne représente, de mon point de vue, pas la société française. Et cette élite, finalement, se nourrit en permanence des mêmes itinéraires. C'est-à-dire que, en gros, vous avez aujourd'hui les gens qui sont en train d'intégrer cette élite politique, économique, médiatique. C'est un peu les mêmes que ceux qui l'ont intégré il y a 20 ou 25 ans ou 30 ans et ainsi de suite. Et moi je pense que le véritable problème de la société française, c'est pas tant ses institutions, mais sa reproduction sociale. Sa guerre silencieuse du séparatisme social. L'envie d'être dans l'entre-soi. Ça, c'est des questions fondamentales qui, aujourd'hui, finalement, nourrissent les stratégies de la tension politique qui sont aujourd'hui présentes dans tous les partis politiques, peut-être à l'exception du MoDem, mais en tous les cas, on voit bien qu'aujourd'hui, on ne gouverne que par la peur de la crise, la peur de l'étranger, la peur de la religion, la peur des jeunes et ainsi de suite. L'autre aspect, c'est que moi j'ai la chance de vivre dans un monde très jeune, c'est-à-dire qu'on a parlé des vieux mâles blancs, mais bourgeois. Il se trouve qu'on a évoqué les quartiers populaires tout à l'heure. Les quartiers populaires, c'est les endroits les plus jeunes de France. C'est-à-dire que la jeunesse de France est dans les quartiers populaires. Dans ces quartiers populaires, vous avez 45% de gamins qui ont entre 16 et 25 ans qui sont au chômage. C'est le double
de la même catégorie sur tout le territoire français. Donc ça, c'est le problème numéro 1. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous dites l'emploi. L'emploi, c'est peut-être plus important que la liberté dans les quartiers populaires. Parce qu'il faut d'abord avoir un emploi. Il faut d'abord être utile. Il faut d'abord avoir quelque chose à faire en se levant le matin. Et si on n'arrive pas à mettre cet espoir-là dans toute cette génération, tous les discours ne serviront à rien. Et donc, moi, mon travail depuis une quinzaine d'années autour du Bondi Blog, donc en Seine-Saint-Denis, c'est justement de remettre de l'espoir là-dedans. Et de l'espoir, il n'en vient pas des partis politiques, hélas. Parce que les partis politiques, en tous les cas la représentation politique, les gens qui aspirent cette fameuse confiance qui nous est demandée régulièrement, à échéance régulière, finalement est souvent trahie. Et je pense que si la France est aujourd'hui baigne dans une espèce de bassin anxiogène, elle le doit d'abord à sa propre classe politique. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Alors, l'autre aspect, évidemment qu'il faut nourrir la classe politique, il faut nourrir la classe médiatique, les économistes, et ainsi, enfin, le monde de l'économie, et ainsi de suite. Le problème, c'est qu'en France, vous n'avez quasiment pas le droit à une deuxième ou à une troisième chance, sauf quand vous êtes un politique. Le problème en France aussi, c'est que les gens qui, matin, midi et soir, nous parlent de l'assistanat, ont été longuement assistés pour réussir leurs études. Par exemple, je pense notamment aux énarques. Il faut savoir qu'un énarque aujourd'hui en France coûte 180 000 € pour ses 2 ans de formation. Un jeune qui a le même âge dans une faculté, par exemple en Seine-Saint-Denis, coûte 15 000 €. 15 000 €, 170 000 €. Vous voyez, on peut changer les choses. Moi, je pense qu'on peut changer les choses d'une manière un peu stratégique et un peu volontaire. Et le vrai problème en réalité, c'est que nous confions, nous, citoyens, trop de pouvoir à nos politiques qui, eux, sont minés par le poison du court terme et du culte du chef. Et ça, si on n'arrive pas, parce que croire que la solution politique d'un pays comme la France ne peut venir que d'un homme avec son catalogue dans une globalisation, et on parlait tout à l'heure de l'image de la France. Croyez-moi, quand vous voyagez, la France, elle est belle dans la tête des gens qui ont fait des études entre 1950 et 1975. Parce qu'à cette époque-là, la France avait une parole, la France comptait dans le concert des nations. Aujourd'hui, je ne suis plus tellement sûr de cette place-là. Donc il y a une espèce de rêve aussi entretenu. Voilà. Et le dernier point, puisqu'on me dit qu'il faut que je conclue, hélas, parce que j'avais encore quelques... Mais bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Voilà. Continue. Et le dernier point, et puis après je répondrai bien évidemment aux questions, mais c'est que lorsque vous essayez de monter des choses justement pour essayer de permettre de libérer la parole, finalement de casser les normes, de permettre à des gamins d'écrire et donc d'interpeller, donc finalement d'utiliser le stylo, le clavier et non pas donc le cocktail Molotov ou la voiture qui brûle, vous avez un système qui vous regarde en pensant que tout ça ce n'est que de la récréation. Or la réalité c'est que le monde a changé et la France n'est pas consciente du tout, ne serait-ce que, par exemple, sur la place médiatique. Aujourd'hui, l'opinion se construit dans les médias. Que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. Donc, voilà. Aujourd'hui, la place médiatique est plus forte que la place physique. La place physique telle qu'elle a été évoquée par les sociologues, c'est-à-dire les partis politiques, les institutions, l'église, les marchés, les bistrots, tous ces endroits où se fabriquait finalement l'opinion pendant les 30 Glorieuses, parce qu'on ne se posait pas la question à l'époque du marché du travail. Moi, j'ai grandi dans une cité dans les années 70 où le plus cancre d'entre nous trouvait un job. Le plus cancre d'entre nous. D'ailleurs, les plus cancres d'entre mes amis d'enfance gagnent plus d'argent que moi aujourd'hui en tant que journaliste et en tant que directeur d'une école réputée de journalisme. Pour une raison très simple, c'est que le marché du travail absorbait quelque chose. On était dans ces fameuses 30 Glorieuses. Donc la question de la crise
française, elle n'est pas seulement économique, elle est aussi morale, elle est aussi identitaire. C'était finalement une très bonne question, cette fameuse question de l'identité française. Elle a été mal posée. Il se trouve que je pense que la France devrait s'interroger sur son identité avec des sociologues, avec des ethnologues, avec des historiens, et non pas sous l'égide des préfectures de police. Et c'est ça la difficulté. Donc se poser des questions sur soi pour construire la cohésion sociale, pour finalement lancer ce pays dans les 50 ou 100 ans à venir, c'est des questions légitimes. Comme un gamin aujourd'hui qui a 12-13 ans a besoin de savoir et connaître l'histoire de ses propres parents, de ses propres grands-parents, et qu'est-ce qui fait que lui aujourd'hui, avec sa peau noire, se retrouve comme français à part entière. Ça, c'est des questions qui sont légitimes, mais c'est des questions qui sont trop importantes, trop cruciales pour les laisser uniquement aux partis politiques. C'est ça la difficulté. Et le dernier point, puisqu'il faut quand même que je respecte les consignes, c'est que le court terme ne pourra jamais nous dessiner ce que nous serons dans le siècle à venir. Le court terme, c'est un truc de commercial. Voilà. La politique, c'est autre chose. Et l'ultime réaction, c'est qu'il faudrait peut-être même se mettre dans la condition psychologique de la sortie de la guerre en 1945. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le système français, en tout cas toutes les avancées sociales françaises, ont été construites à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'on s'était dit, on ne veut plus ça. Or, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'attendre une guerre, fût-elle sociale. Il faut absolument prendre conscience que, d'une part, le public, la population, et ça a été dit, la population est intelligente. Croyez-moi, s'il y a 70% de gens qui ne votent pas en Seine-Saint-Denis, c'est pas parce qu'ils ne comprennent pas, c'est peut-être même parce qu'ils comprennent. Donc, il faudrait presque interpréter cette abstention, finalement cette défiance, comme une preuve de maturité politique. Et pourquoi pas? Et notamment les jeunes. Et arrêter de dénigrer ce qu'on appelle le web, l'Internet. L'Internet n'a pas d'idéologie. L'Internet, c'est de la tuyauterie. Et là-dedans, on met des produits. Évidemment, les premiers à avoir intégré, les premiers à avoir investi cet outil, c'est les gens qui étaient mis à l'écart du système médiatique. Et forcément, c'est souvent ceux qu'on retrouve avec tous les ismes qui puissent exister dans la langue française, c'est-à-dire les intégristes, les sexistes, les antisémites, et ainsi de suite. Mais tout ça, ils vont être à un moment de nouveau minoritaires, ils retrouveront leur petite place. Donc voilà, donc si vous voulez, moi je suis venu vous dire ça, c'est-à-dire qu'il y a une situation anxiogène, une situation difficile. Mais quand on a mon âge, et quand on a l'histoire familiale qui est la mienne, on n'a pas le droit de baisser les bras. On n'a pas le droit de baisser les bras, mais on a le droit d'être lucide. Et aujourd'hui, hélas, et on le voit encore avec ce qui va se passer ce week-end, demain soir et ainsi de suite, on n'a pas encore pris conscience de la réalité de la situation. Même si la France a toujours été un grand pays, il n'y a aucune chance qu'elle implose. Mais par contre, la France n'a plus la place telle qu'elle l'imagine ou telle qu'elle la raconte finalement. Et donc, ça c'est un vrai enjeu. Qui aujourd'hui est capable de parler à la France en face? Au-delà des titres que l'on a dans les émissions de télévision, des paroles et des actes, on dit la vérité, non, c'est qui veut parler à la société française et qui veut faire l'effort nécessaire, parce qu'on veut bien de la mixité sociale, mais loin de chez soi. C'est ça qui est aussi compliqué. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors je suis très ennuyé parce qu'en fait je devais participer à cette table ronde et pas simplement la diriger, mais vous avez compris que j'ai remplacé, donc j'avais 2-3 choses à dire, mais je ne vais pas vous les dire. Et du coup, je reviendrai une prochaine université de rentrée. Il y a un mot, simplement, un mot qui a été un peu oublié, c'est le mot d'éthique. Je vous rappelle que notre plénière a été autour de 3, et il y a un mot d'éthique, et je crois qu'il y aurait des choses tout à fait intéressantes. Mais comme je suis un grand démocrate, eh bien, je vais donner la parole
aux personnes dans la salle, parce qu'on ne donne pas la parole à la salle, parce que la salle ne parle pas, mais aux personnes qui sont dans la salle. Simplement, si je comprends bien les instructions, on me dit 3 questions. Alors je laisse la personne au micro se débrouiller pour sélectionner les 3 questions. Voilà, merci beaucoup, excusez-moi. Hein. Oui, merci de me donner la parole. En fait, je l'espérais depuis le début. Bon, bien sûr, les exposés ont été extrêmement brillants, et je vais tenter, moi, en tant que citoyen simple, d'illustrer par une situation concrète. Le premier intervenant, qui n'est plus là, hélas, a évoqué, par exemple, dans les difficultés, dans les fractures de représentation, eh bien, les manifestations contre le mariage pour tous, pour illustrer le fait qu'une partie de la population avait du mal à intégrer une certaine équivalence des formes d'association, de couple, etc. En cela, il n'a pas été très méchant, puisque les manifestations pour le mariage, contre le mariage pour tous ont été taxées beaucoup plus fréquemment d'être remplies d'intégristes catholiques, d'une part, d'extrémistes d'extrême droite, et puis bien entendu d'homophobes, avec un mot beaucoup plus cru. Et je crois que c'est important de revenir sur ce point, parce que, si vous voulez, quand plus d'1 million de Français passent un dimanche entier, prennent le car, viennent de loin, passent 15 à 18 heures pour aller s'exprimer, eh bien, ils sont dans l'espoir qu'on va pouvoir les entendre et pas seulement disqualifier ce qu'ils tentent de dire, comme c'est des propos de rejet, d'homophobie, d'extrémisme, d'intégrisme. Je peux vous le dire pour y avoir été, c'est un vrai problème. La plupart de ceux qui y étaient ne se sont pas retrouvés dans ce que disait la presse. D'une part, le chiffrage de 300 000 que nous a assuré M. Valls, il a confisqué les photos, hein. Il y avait plus d'1 million de personnes. Mais la plus grande question qui était posée par les gens qui étaient sur place et qui n'étaient pas des beaufs, c'était... Bien entendu, les gens ont le droit de vivre comme ils l'entendent. La question est-ce que la société se doit de fournir des enfants à ceux qui ont une sexualité différente, et donc de priver les enfants d'avoir et un père et une mère. Et la question, elle était là, et personne n'a accepté que le débat existe. C'est un déni de démocratie auquel la classe politique et la presse a participé. On nous a refusé de pouvoir discuter de ça. Est-ce qu'un enfant a droit à un père et une mère? Eh bien, ceci a été occulté au profit de... Ce sont des extrémistes, des homophobes, des intégristes et du Front National. Eh bien, c'est une insulte à la démocratie. Merci pour vos propos, mais qui n'appellent pas vraiment de réponse ici. D'autres questions? Il y avait des mains. Là, pardon. Marianne, bon, je pense qu'il faudrait une limite d'âge pour être député et sénateur, et puis peut-être faire passer des tests psychologiques avant d'entrer à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il en faudrait sans doute un peu partout. Ça appelle une... Oui, non. Une question très courte. Vous avez parlé, Monsieur Blondiot, en fait c'est plus pour vous. Vous avez parlé d'une des mesures que vous aviez citées, c'était le vote obligatoire. Et quand j'entends Monsieur Nordine Nabili, je me rends compte à quel point ce serait difficile si on ne tenait pas compte, par exemple, du vote blanc. N'est-ce pas? Donc c'est ça la condition, d'une part. Et puis quand on entend que 90% des jeunes ne votent pas, ça nous amène à nous dire à quel point c'est une énorme menace sur la démocratie. Et on n'en parle pas assez. Non, et il va de soi pour moi que le vote obligatoire n'est concevable qu'avec reconnaissance du vote blanc, et quand on aura 70% de vote blanc, on s'apercevra de la faible représentativité des politiques, et ce sera une incitation très très forte à changer, hein. Donc c'est ça, dans mon esprit, c'est évident. Est-ce que ça sera très différent de constater 70% d'abstention? Ah oui, parce que ça voudra dire qu'on a affaire à des gens politisés qui croient encore à la démocratie. Parce que la manière dont on parle des abstentionnistes en général, on les disqualifie, alors même que l'abstention, pas toujours,
peut être une position politique. En démocratie, il y a toujours 1/5 de la population qui se désintéresse totalement de l'univers politique. C'est une sorte de constante au XXe siècle et au XXIe siècle. Mais au-delà de ces 20%, on ne peut pas croire que les 30% qui ne sont pas allés voter ne sont pas politisés ni intéressés par les affaires politiques. Est-ce que je peux répondre, s'il vous plaît? D'abord, c'est pas 90, c'est 60, mais vous savez, le vote, c'est une culture en réalité. C'est-à-dire que moi, par exemple, je n'ai jamais vu mes parents voter. Vous voyez, je n'ai jamais vu mes parents voter. Or, aujourd'hui, il ne se passe pas une élection sans que mes enfants m'accompagnent. Vous voyez? Donc, c'est toute la différence. C'est-à-dire que tous les amis avec qui j'ai grandi, c'était souvent d'ailleurs des communistes, par exemple, aller le dimanche, c'était la fête familiale, en fait, le vote. Donc, c'est pour ça que le débat sur le vote des étrangers dépasse largement la question de la nation, de la République. C'est une question philosophique. C'est-à-dire que vous intéressez les gamins à la lecture, c'est pas à 17 ou à 18 ans, c'est des petits... Voilà, c'est une culture. Et le vote, c'est la même chose. C'est comme les débats et la confrontation. Vous savez, c'est Lénine qui disait, avant de vouloir faire la révolution, faites d'abord la révolution dans votre propre famille. C'est-à-dire qu'en réalité, la politique, c'est d'abord dans la famille. Et une des dimensions, je pense, qui est ignorée, c'est ça. C'est qu'au fond, pourquoi les gens ne vont pas voter? Mais parce que les gens ne se sentent pas dans le système. Et donc, après, il faut se poser la question, pourquoi ils ne le sont pas? Et pas pour dire, mais parce qu'ils sont musulmans. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'il y a des ruptures en réalité. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc, c'est pour ça que le débat sur le vote des étrangers, comme le débat sur le vote obligatoire, doit donner ces dimensions-là à la réflexion publique. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas... D'abord, c'est un droit, c'est bien de mettre au même niveau tous les citoyens de ce pays, mais au-delà de ça, parce que c'est quelque chose qui répond peut-être à une partie de la crise dans laquelle nous vivons. Excusez-moi, tous les quatre, de reprendre la parole. Je voudrais répondre au monsieur qui a parlé du mariage pour tous pour ne pas évacuer les questions. Parce que c'est des choses très profondes et à mon avis très éclairantes, ou qui devraient être très éclairantes, sur notre engagement, sur ce que nous faisons, sur ce que nous sommes. Mais avant cela, je voudrais remercier les 5 intervenants de ce matin, signaler que, à mon avis, il n'y a pas beaucoup d'universités de rentrée de partis politiques qui essaient de descendre aussi profondément dans les questions qu'elles traitent, c'est-à-dire d'abandonner l'attitude partisane purement sectaire de on est mieux que les autres, on pense mieux que les autres, pour essayer d'entrer dans la réflexion profonde. Et à ce titre, je pense que cela est notable et cela nous vaut gratitude à l'égard de ceux qui se sont très bien, très brillamment et très amicalement exprimés. Alors je voudrais en quelques phrases dire un mot. Je ne sais pas où il est, le monsieur qui parlait. Voilà. Ce sont des questions brûlantes et brûlantes pour un très grand nombre de citoyens, pas pour tous, qui les ont entraînés à s'engager, à manifester pour ou contre. Ce sont des questions qui tiennent à des choix de vie, à des sensibilités profondes et peut-être qui nous font l'essentiel de ce que nous sommes. Je connais beaucoup de gens qui ont participé et beaucoup de gens qui étaient contre ou émus contre. Vous ne pouvez pas imaginer l'importance que cette question du mariage pour tous ou de la définition de la sexualité a eu, par exemple, dans les milieux musulmans. On ne peut pas imaginer à quel point ça a été important, en tout cas dans les quartiers que je connais. Ça a été un bouleversement énorme. Ils ont eu l'impression qu'il y avait une immixtion de l'État dans la famille, précisément, dans ce que la famille transmet. Chose très importante. Et sur l'autre rive, si l'on peut dire, des gens qui se sont sentis blessés dans leur sensibilité, qu'on leur refuse ça.
Alors moi, je ne veux pas trancher de la question. D'abord, je serais bien en peine d'en trancher. Je pense qu'il y a des choses acquises sur lesquelles on ne reviendra pas et que toute affirmation contraire se heurtera à la réalité et à l'opinion publique. Mais je veux dire simplement une chose. Il y a deux conceptions de la politique. Il y a les gens qui croient que la politique, c'est fait pour imposer son opinion aux autres, quelle qu'elle soit. Il y a des gens, beaucoup, dans tous les partis politiques, qui pensent que l'engagement politique, ça consiste à faire triompher son idée sur les autres pour que la société suive votre idée. Et il y a très longtemps que j'ai mis ce type d'engagement en interrogation. Moi, je ne crois pas qu'en tout cas pour nous, la question soit de faire triompher son idée sur les autres. La question, c'est de trouver un chemin qui permette aux gens de vivre ensemble en respectant des choses absolument essentielles qui sont notre patrimoine commun. C'est, si vous voulez bien, de l'ordre de la laïcité. Moi, je crois que la laïcité est une chose très très importante, une chose d'avenir. Si la France a la dimension de rayonnement que Nordine vous évoquiez, c'est en particulier à partir de cela. Et le fait qui a été longuement évoqué, que nous avons un devoir non pas de tolérance, je n'aime pas ce mot, j'ai écrit beaucoup sur l'édit de tolérance qui était l'édit de Nantes, mais j'aime pas ce mot, mais un devoir de compréhension mutuelle qui ne vient pas seul, qui doit être formé, qui devrait être formé par une éducation tout au long de la vie, dont les médias en particulier devraient avoir la charge, puisque après tout il y a des cahiers des charges. On donne aux médias des fréquences qui appartiennent à tout le monde, avec des impératifs qui devraient être des impératifs d'éducation civique. Je prends l'effort qui devrait être fait non seulement pour comprendre, Saint-François a complètement raison, mais il sait que je le pense depuis longtemps, l'effort qui devrait être fait pour comprendre la profondeur des problèmes qui se posent, droit du citoyen confisqué par le débat politique actuel, qui a bien compris que le moteur le plus important c'était la passion et qu'il fallait faire flamber la passion à tout prix, et nous devrions nous inscrire en faux contre cette affirmation. L'effort d'éducation et de compréhension des autres, auquel le cinéma pourrait participer très bien, les chaînes, les médias, l'école, pas trop, parce que j'aime pas qu'on fasse de l'école un instrument de formatage des enfants. Je trouve qu'on se trompe et que là encore c'est un manquement à la laïcité. Mais cette idée qu'on n'est pas là seulement pour faire triompher ces idées, mais qu'on est là pour essayer que ce monde-là puisse vivre ensemble et pas se fragmenter jusqu'à l'explosion, à mon avis, c'est une différence que nous avons avec bien d'autres. Merci beaucoup. Donc, désolé, je crois qu'il est l'heure d'aller déjeuner. Merci beaucoup à vos intervenants, merci à la salle. Bonne fin d'université. À bientôt. Oui, s'il vous plaît, juste quelques indications pour la restauration.